Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une peur qui est certainement la peur la plus courante que je ressens en consultation, qui est la peur de conduire. Vraiment, quand j'ai commencé à recevoir en consultation, je pensais pas du tout que ce serait une peur aussi fréquente et pourtant vraiment c'est assez hallucinant le nombre de personnes que j'ai reçues pour ce problème-là. Comme à chaque fois, dans un premier temps, je vais commencer par expliquer les mécanismes qu'il y a derrière cette peur pour vous aider à mieux comprendre comment elle fonctionne. Et puis dans un deuxième temps, j'aborderai les solutions qu'il est possible de mettre en place pour pouvoir s'en libérer. La peur de conduire, ou plus techniquement on appelle ça la maxophobie, c'est une peur excessive et irrationnelle de la conduite ou d'avoir un accident de voiture. Cette peur, elle peut se manifester lorsque la personne est au volant et qu'elle conduit sur certaines routes. Bien souvent, j'ai remarqué que c'est l'autoroute qui fait le plus peur, mais ça peut être aussi lorsqu'il faut traverser un pont ou un tunnel. Mais ça peut arriver aussi que la peur soit généralisée à toutes les routes, donc même les petites routes de ville. Et donc là, la personne généralement n'arrive plus du tout à conduire, ou alors c'est sur de très petites distances. Pour certaines personnes, la peur peut se déclencher seulement dans des conditions spécifiques, comme par exemple s'il fait nuit ou si les conditions météorologiques sont compliquées, quand il y a de la pluie, de la neige, du verglas, etc. Et cette peur, elle peut aussi se manifester même lorsque la personne se retrouve passagère. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une peur qui reste quand même assez rationnelle parce que effectivement le fait de conduire présente des risques, et on parle en plus de risques mortels, et il y a un danger pour nous ou pour les autres. Donc c'est une peur qui est tout à fait légitime à avoir et je pense qu'on l'a tous au fond de nous, mais dans ces cas-là, la peur n'est pas un problème puisqu'elle nous permet au contraire de faire preuve de vigilance. Par contre, elle devient problématique lorsqu'elle est excessive et qu'elle nous paralyse, qu'elle nous fait perdre nos moyens, qu'elle nous empêche de vivre comme on aimerait. Et justement, on pourrait se demander pourquoi certaines personnes développent cette peur-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle devient problématique? C'est quoi les causes finalement? Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, ça peut être dû à un événement traumatisant, généralement un accident de voiture, et que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin, parce que le fait de voir un accident se dérouler devant nos yeux peut être tout aussi traumatisant, et peu importe la gravité de l'accident, même s'il n'y a pas eu de blessés, ça peut impacter très fortement une personne. Ça peut être dû à une anxiété généralisée, certaines personnes sont naturellement très angoissées et la conduite peut devenir une de ces sources d'angoisse. C'est notamment le sentiment de ne pas avoir le contrôle total d'une situation ou la peur de blesser quelqu'un qui peut amplifier cette anxiété. Mais ce que je retrouve très fréquemment comme cause, c'est lorsqu'une personne se met à ressentir des symptômes d'une attaque de panique alors même qu'elle est au volant. Donc en gros, elle est tranquille en train de conduire et d'un coup, elle se met à avoir une crise d'angoisse. Bien souvent, c'est parce qu'elle était en train de penser à quelque chose d'angoissant, peut-être qu'elle a eu une mauvaise nouvelle un peu avant, par exemple, et du coup, le cerveau associe à ce moment-là la peur au fait de conduire, alors que c'est pas vraiment ça le problème. Ça peut être aussi parce que la personne manque de confiance en elle et ou en sa capacité à conduire. Ça, on le retrouve plutôt chez les jeunes conducteurs ou lorsqu'une personne n'a pas conduit depuis un certain laps de temps. Elle a alors peur de ne plus savoir maîtriser son véhicule. Donc cette peur, elle peut toucher tout le monde et affecter même des conducteurs qui ont le permis depuis des années, et ce, peu importe notre genre. J'ai reçu en consultation autant d'hommes que de femmes qui souffraient de cette peur. Et évidemment, c'est une peur qui devient très rapidement très handicapante puisqu'elle prive les personnes de leur autonomie et de leur indépendance. Donc ça a des conséquences dans pas mal de domaines de vie puisqu'il y a des personnes qui n'arrivent même plus à aller faire leurs courses ou encore à faire leur trajet pour aller au travail. Mais je vais dire un truc qui va peut-être vous surprendre, mais en réalité, il y a peu de personnes qui souffrent réellement d'amaxophobie. Parce que la plupart des personnes qui disent avoir peur de conduire, en fait, elles savent très bien conduire. C'est pas vraiment ça le problème. Ces personnes-là, elles ont surtout peur de faire une crise d'angoisse en conduisant. C'est pas du tout pareil. Elles ont peur de faire une crise d'angoisse et de pas avoir de possibilité de s'arrêter ou de faire demi-tour. Et ça, c'est de l'agoraphobie. Parce que l'agoraphobie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la peur de se trouver dans des situations ou des endroits d'où il serait difficile, voire impossible, de s'échapper ou d'être secouru en cas de crise d'angoisse aiguë. Donc en fait, elles n'ont pas peur de conduire, mais elles ont peur d'avoir peur. C'est pour ça que c'est très fréquent que ces personnes aient également peur dans d'autres situations que la voiture. Elles vont par exemple avoir du mal à faire les magasins, même si elles y vont à pied, à prendre l'ascenseur ou à s'éloigner tout simplement de chez elles. Voilà, c'est peut-être un détail, mais ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. En parlant de ça, il y a souvent deux stratégies que ces personnes-là ont tendance à mettre en place pour essayer de gérer cette peur. La première, c'est l'évitement. Soit elles vont éviter les portions de route où elles ne se sentent pas à l'aise, donc par exemple l'autoroute, ce qui fait qu'elles vont organiser leur trajet pour ne rouler que sur des routes sur lesquelles elles se sentent un peu plus à l'aise, et en conséquence, parfois ça peut rallonger leur trajet de plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ou si elles ont peur de conduire de nuit ou sous la pluie, elles vont rester chez elles pour éviter de rouler dans ces conditions.
Et l'évitement, c'est une réaction tout à fait logique et plutôt saine de notre corps, puisqu'il cherche à nous protéger en nous évitant de nous confronter à des sensations désagréables. Mais comme à chaque fois, le problème avec l'évitement, c'est que certes, ça a un effet apaisant à court terme, mais à long terme, ça ne règle pas le problème et ça a même plutôt tendance à l'aggraver. L'évitement nous fait rentrer dans un cercle vicieux, plus on évite une situation, plus on perd confiance en nos capacités et du coup, plus on a peur. Et comme je le disais un peu avant, pour une grande majorité, c'est pas tant le fait de conduire le problème, mais c'est le fait de faire une crise d'angoisse. Du coup, assez naturellement, comme il y a cette peur d'avoir peur, elles vont tomber dans le piège de l'anticipation anxieuse. Elles vont se mettre à anticiper tout leur trajet en planifiant et organisant leurs déplacements pour éviter certaines routes ou certaines conditions. Ce qui fait qu'elles commencent déjà à angoisser avant même d'être dans la voiture. Et puis elles se conditionnent malgré elles à se sentir mal lors du trajet. Sans parler de la charge mentale que ça demande d'organiser comme ça leur trajet, ça demande beaucoup d'énergie, c'est vraiment épuisant. Et la fatigue favorise encore plus l'anxiété, donc ça s'ajoute au cercle vicieux déjà bien en place. Une autre stratégie que les personnes peuvent mettre en place, c'est qu'elles vont se forcer à conduire. Et là aussi, d'un côté, c'est bien, parce qu'il y a l'idée de passage à l'action, de ne pas se laisser abattre en quelque sorte, mais d'un autre côté, ça peut là aussi parfois empirer le problème. Parce que généralement, les personnes qui se forcent à conduire, elles le font avec une intention de lutter contre la peur. Ça devient une bataille qu'il faut gagner, et du coup, ça demande énormément d'énergie. Donc les personnes finissent par s'épuiser, parce que plus elles luttent, et plus la peur revient. Et plus elle a tendance en plus à revenir plus forte. Donc ça aussi, à long terme, c'est pas la meilleure stratégie. Je le répète systématiquement dans mes vidéos parce que c'est vraiment important de le comprendre. Tant que vous luttez contre la peur, non seulement le problème persistera, mais il va en plus empirer avec le temps. Alors maintenant que tout ça est dit et que ça vous aura permis de mieux cerner le problème, enfin j'espère, on va pouvoir en venir un peu plus aux solutions. Alors tout d'abord, ça dépend de la cause du problème. Est-ce que c'est un problème de gestion de l'émotion ou est-ce que c'est un problème de compétence? Parce que dans le deuxième cas, si c'est un problème de compétence et que la personne n'a pas confiance en sa capacité à conduire, alors dans ce cas-là, la meilleure des choses à faire, ça va être de refaire des heures de conduite avec un moniteur qui pourra l'aider à mieux maîtriser son véhicule. Et du coup, le problème pourra être réglé avec quelques sessions de conduite. Maintenant, si le problème est plus d'ordre émotionnel, alors ce sera un peu différent, puisque dans ce cas-là, la personne sait très bien conduire, donc reprendre des leçons de conduite ne servirait probablement pas à grand-chose. Quand le problème est dû à une peur excessive, là l'idée ça va être de tendre le plus possible vers une acceptation totale de la peur, puisque c'est l'inverse de la lutte. Et comme je l'ai dit plus tôt, la lutte, ça marche pas. Sauf que l'acceptation, c'est avant tout un processus, c'est pas quelque chose de linéaire. Et surtout, l'acceptation, ça veut pas dire baisser les bras et ne rien faire, comme certains le pensent. L'acceptation, ça veut dire s'ouvrir complètement à l'expérience de la peur. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une méthode que j'utilise énormément en consultation, puisqu'elle se concentre vraiment sur tout ce processus d'acceptation. Plus concrètement, il y a plusieurs axes de travail. Tout d'abord, il y a une grosse partie du travail qui est à faire sur les pensées, puisque la peur naît en grande partie de notre imaginaire et de toutes ces histoires qu'on se raconte et auxquelles on croit. Et peu importe la peur, c'est toujours le même mécanisme derrière. On imagine les pires scénarios et on est persuadé qu'ils vont se réaliser. Ou tout du moins, la peur arrive à nous convaincre qu'ils vont se réaliser, alors qu'il n'y a aucun fondement ou alors très peu. On se met à avoir énormément de pensées du type « et s'il se passe ça, ça va être terrible, je vais jamais y arriver, les autres vont me juger, je vais me taper la honte, c'est sûr, et ça va être affreux, etc. » Et comme je le répète dans quasiment toutes mes vidéos, le problème c'est pas tant d'avoir ce genre de pensée, mais c'est le fait d'y croire, c'est le fait d'y accorder de l'importance, d'y rester accroché et d'en faire une vérité. Et c'est parce qu'on y reste accroché à ce genre de pensée qu'on a peur et qu'on souffre. Parce que si on les écoute, elles vont nous dire qu'on est nul, qu'on va jamais réussir à surmonter la peur ou une situation, que les gens vont forcément nous juger, se moquer de nous, que jamais on n'arrivera à se débarrasser de ce problème, et ainsi de suite. Donc tout l'objectif, ça va être d'apprendre à se détacher de ces pensées-là, de ne plus leur accorder d'importance. Parce que imaginez quelques instants ce qui se passerait si vous arrêtiez d'y croire à ces pensées-là. Vraiment, faites pause sur la vidéo, prenez quelques instants pour imaginer ça. Comment elle serait votre vie si vous arrêtiez d'y croire? Qu'est-ce que vous feriez réellement? Se détacher des pensées, c'est presque aussi simple que ça. J'ai souvent des personnes qui me consultent, qui me demandent comment on fait pour s'en détacher. C'est comme je viens de le faire là. Il s'agit de se poser simplement la question « et si j'arrête d'écouter telle pensée, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Et de faire ça pour chaque pensée limitante. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine qui va demander pas mal d'efforts au début, mais plus vous le ferez et plus ce sera facile. L'objectif, c'est même que ça se fasse par la suite de manière automatique, c'est-à-dire sans que vous ayez besoin de faire un effort conscient. Mais pour ça, il va falloir beaucoup de répétitions. Ce que je remarque, c'est que ce travail sur les pensées, il est souvent minimisé. Les personnes comprennent à peu près l'intérêt de le faire, mais elles ne le mettent pas suffisamment en pratique.
Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique le plus possible dans ma vie de tous les jours, parce que ça marche pas seulement pour la peur, mais pour toutes les pensées qu'on peut avoir et qui nous limitent. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne cherche pas ici à supprimer, à se débarrasser, à étouffer ou à lutter contre les pensées désagréables, puisque la lutte renforce le problème, on ne peut pas se débarrasser de nos pensées, mais le seul champ d'action qu'on a, c'est le fait de choisir d'y croire ou non. C'est tout. Mais en fait, c'est énorme quand on comprend ça, parce qu'on pourra mettre notre énergie là où elle importe et non pas pour des choses vaines. Donc je le redis, on ne peut pas contrôler nos pensées, mais on peut décider d'y croire ou non. Et c'est ça l'acceptation. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que faire cet exercice, c'est reprendre conscience qu'on n'est pas nos pensées. Nous, on est la personne qui les écoute. Alors plus on apprend à se détacher de nos pensées, et plus on se rapproche de qui on veut vraiment être et de qui on est vraiment. C'est parfois assez subtil à comprendre, mais ça fera une grande différence et ça peut radicalement changer notre façon de voir les choses. Donc là, j'ai parlé des pensées, mais c'est quasiment exactement la même chose pour les émotions, et c'est un des autres axes de travail essentiels. Donc en gros, tout ce que je viens de dire pour les pensées, ça s'applique en grande partie pour les émotions, et plus particulièrement donc, pour la peur elle-même. Donc on ne cherche pas à se débarrasser d'elle, à la contrôler, à l'étouffer, à la fuir, à la changer, ni même à l'apaiser. On apprend au contraire à s'ouvrir à elle, à l'accueillir à l'intérieur de nous. Bon, là, la différence, c'est que c'est pas une histoire de croyance, parce que qu'on y croit ou non, la peur, elle sera quand même là. Par contre, le seul pouvoir qu'on a réellement, c'est de s'autoriser à la vivre entièrement ou non. Évidemment, on a aussi le choix de la fuir, de l'éviter, mais normalement, vous avez compris que même si ça soulage à court terme, ça règle pas le problème à long terme. C'est pour ça que l'autre possibilité, c'est au contraire d'arrêter de se détourner d'elle et d'y plonger en plein dedans, y compris et même surtout lorsqu'elle n'est pas agréable. C'est traverser complètement l'émotion, pas juste un peu, complètement. Et c'est ça qui est compliqué. Et là aussi, c'est un processus et il est parfois nécessaire d'y aller progressivement. Bon, pour le coup, moi, une de mes astuces préférées, elle n'est pas du tout progressive, c'est plutôt l'inverse, puisque l'idée, c'est d'augmenter l'intensité de la peur en cherchant volontairement à avoir peur. Mais bon, avec certaines personnes, je vais leur apprendre à y aller progressivement quand même. Mais la finalité, ça reste d'apprendre à ne plus avoir peur d'avoir peur et d'être à l'aise avec la peur. Parce qu'on peut avoir peur, mais quand même avancer vers nos objectifs. L'un n'empêche pas l'autre. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué plus tôt, la maxophobie, c'est pas tant la peur de conduire, mais c'est bien souvent la peur d'avoir peur. D'où l'importance d'apprendre à ne plus avoir peur d'avoir peur. Et ce qu'il y a de génial, c'est que tout ce que je viens de dire là, vous pouvez le faire avant même d'être en situation, simplement en utilisant votre imagination et en étant dans le confort de votre maison. Vous pouvez vous entraîner à ressentir la peur en étant chez vous, et pareil pour vos pensées. Le travail sur les pensées, même, c'est un travail du quotidien. C'est à faire dès que vous ressentez de l'angoisse ou n'importe quelle autre émotion désagréable. Et une fois que vous vous êtes entraîné à faire tout ça chez vous, là, vous pouvez essayer en situation, en y allant crescendo. Commencez par exemple simplement à vous mettre derrière votre volant. Puis une fois que vous avez appliqué les exercices suffisamment de fois, là, vous pouvez augmenter la difficulté en faisant par exemple un petit trajet. Puis monter crescendo en difficulté pour réussir à conduire là où c'était vraiment compliqué auparavant, donc sur l'autoroute, un pont ou sous un tunnel. Et je le redis à chaque fois, ce qui importe, c'est la répétition. Plus vous répéterez ces exercices, mieux ce sera. Vous allez voir que parfois vous allez réussir à conduire sur des routes qui vous faisaient peur, et puis il y a des jours où ce sera impossible, ou alors vous n'y arriverez pas aussi longtemps. C'est normal, ça aussi ça fait partie du processus, souvenez-vous que c'est pas linéaire, et toute démarche de changement se fait très souvent en dents de scie, donc il y aura des hauts et des bas, mais si c'est suffisamment important pour vous, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras quand c'est compliqué, c'est justement là que vous allez progresser. C'est un peu comme dans le sport, si c'est facile, ça veut dire que vous maîtrisez le mouvement. C'est quand ça devient douloureux que là, vous allez progresser. Alors je sais que c'est pas facile, mais persévérez, ça en vaut vraiment la chandelle. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre cette peur et que ça vous aura donné envie de mettre en pratique les différentes techniques. Si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre sur la peur qui s'appelle Voyage au centre de la peur. Sinon, j'ai un accompagnement en ligne sur 3 mois pour apprendre à être plus à l'aise avec la peur et je reçois en consultation en visio ou en présentiel en région stéphanoise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite.